Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Non, Simone, non. Tous les inventeurs ne sont pas également sympathiques. J'ai jamais dit ça. Ah bon? Bah, qu'est-ce que tu m'as dit hier soir pendant que je découpais la pintade? Pendant que tu découpais la pintade, je t'ai dit, il faudrait penser à envoyer une petite carte au Dubreuil pour le mariage de leur fille. Ah oui, voilà, c'est ça. Une petite carte au Dubreuil, ouais. Bon, je me suis un peu mélangé dans mes souvenirs. Je croyais que tu m'avais affirmé que tous les inventeurs sont également sympathiques. Bah oui, mais non. J'ai juste parlé de la petite carte au Dubreuil. D'accord, d'accord. C'est en ordre. N'empêche, tous les inventeurs... Ne sont pas également sympathiques, ça c'est bien vrai. Prenons Samuel Colt, par exemple. Américain, né en 1814 dans le Connecticut. À 21 ans, il invente le revolver. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire que c'est pas spécialement sympa. Le revolver, par quelque bout qu'on le prenne, c'est une arme. Si on le prend par le bout auquel pensait Colt, ça sert à tuer ses semblables. Si on le prend par l'autre bout, ça sert à se tuer soi-même. Dans les deux cas, l'aspect sympathique est absent. Tout juste. Les inventeurs d'armes en tout genre ont laissé leur nom dans l'histoire, on comprend pourquoi, mais on n'a pas forcément envie de dire bravo. Non, pas forcément. Il y a par exemple, à la même époque à peu près, René Théophile Marie-Hyacinthe Laennec invente le stéthoscope. Là, j'ai envie de dire bravo. Mais à Samuel Colt, j'ai envie de dire Samuel, t'aurais pas pu inventer quelque chose de plus utile au bonheur de l'humanité que ton bazar à zigouiller les gens? Hein, Samuel? Je te parle, hein, Samuel. T'es content de toi? Ah, pour ça, oui, il était content de lui. Il a même affirmé « Dieu a fait des hommes grands et d'autres petits, je les ai rendus égaux. » Ah, c'est prétentieux et c'est faux. Les hommes ne sont pas plus égaux grâce au revolver. Bon, certes, un petit avec un revolver pourra se défendre contre un plus grand et plus fort que lui, mais à condition, premièrement, que le petit soit assez riche pour acheter un revolver, et à condition que le grand n'ait pas les moyens de s'en acheter un aussi, et peut-être même deux, ou trois, et peut-être même de prendre des cours de tir, de se payer des séances d'entraînement dans un centre de tir hyper pointu, avec tout le confort, clubhouse, rafraîchissement au bord de la piscine, belle gonzesse et tout le Bataclan, pendant que le petit aura l'air malin avec son revolver au rabais dont il sait même pas se servir correctement. Et il y a une autre erreur dans la phrase de Colt. Ce n'est pas Dieu qui a fait des hommes grands et des hommes petits, puisque Dieu n'existe pas. Et nous revoilà confrontés au problème des inventions plus ou moins sympathiques, avec le mot de Voltaire qui a dit « si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Et comme, de fait, Dieu n'existe pas, il y a bien quelqu'un qui a trouvé intelligent de l'inventer. Et que peut-on dire, Simone, de cette invention? On peut dire que c'est pas top. C'est une invention qui dépanne bien au niveau de l'angoisse de mort, ça je le reconnais, mais qui fait tellement de dégâts directs et collatéraux par ailleurs que le bilan global, à mon avis, est très mauvais. Alors on se résume. Dans la colonne « sympa », Laennec pour son stéthoscope, Charles Cros pour le phonographe, et toute cette sorte d'inventeurs-là. Dans la colonne « pas sympa », l'inventeur anonyme de Dieu, Samuel Colt et les Dubreuil. Pourquoi les Dubreuil? Ils ont inventé de marier leur fille et ça va nous obliger à nous fendre d'une petite carte gnangnan que rien que d'y penser j'ai mal à la tête. Le reste de la pintade, on peut le manger froid? Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je l'ai dit, nous ne célébrons pas ici que des inventeurs connus. Tu l'as dit. Par exemple, au rayon des jeux de société, il en est dont on connaît bien les inventeurs. Le Scrabble, c'est Alfred Butz. Le Monopoly, c'est Charles Darrow. Le Cluedo, c'est Anthony Pratt.
Ambition, c'est Yves Hirschfeld. Le Slooby, c'est Alexandre Astier. Mais qui a inventé le Sagamafar? Oui, qui? Le Sagamafar est un jeu inventé par un professeur d'éducation physique malgache, Maxence Ravina Marolivana. C'est un jeu qui se joue à 11 joueurs et qui requiert des qualités de stratège particulièrement affûtées. Alors, comment joue-t-on au Sagamafar? Au début de la partie, chaque joueur dispose de 4 pièces qu'il est très important de ne pas confondre, le bogondo, le dobongo, le bodongo et le dogombo. Avec des noms comme ça, c'est pas facile de ne pas les confondre. Je ne t'ai pas dit que c'était un jeu facile. C'est vrai. Parle-moi maintenant du déroulement du jeu. Volontiers. Pour commencer, chaque joueur à son tour lance à 9 reprises un dé à 18 faces, avec la possibilité de rejouer un tirage chaque fois que le montant indiqué par le dé est 2 fois consécutive supérieure d'au moins 30% au tirage précédent ou 3 fois consécutive inférieure d'au moins 60%. À l'issue de ce tirage, le joueur totalise ses points et il les ventile comme il l'entend entre ses 4 pièces. Par exemple, le joueur a lancé 13 fois le dé pour un total de 187 points. Il peut décider d'affecter 22 points à son bogondo, 106 à son dobongo, 15 à son bodongo et 44 à son dogombo. Lorsque chacun des 11 joueurs a effectué ses coups de dé et réparti ses points, la partie proprement dite peut commencer. C'est-à-dire qu'on fait quoi? Eh bien, c'est le joueur qui a affecté à son bogondo le total de points le plus proche de 55 qui commence. Il désigne à sa guise une des 2 pièces mineures, c'est-à-dire le bodongo ou le dogombo, de l'un de ses adversaires, qu'il choisit librement aussi, c'est un jeu très libre, et il annonce une fourchette d'évaluation des points que l'adversaire a préalablement attribuée à cette pièce particulière. Par exemple? Par exemple, Gérard commence, il dit « J'annonce pour le dogombo de Patricia une fourchette de 41 à 47. » Et que doit faire Patricia? Ça dépend. Si le chiffre réel de sa pièce est situé dans la fourchette, Patricia doit, à son tour, faire l'évaluation d'une des 2 pièces majeures du joueur placé à la gauche de Gérard. Et si c'est pas dans la fourchette? Comment ? Si la valeur de la pièce de Patricia n'est pas dans la fourchette proposée par Gérard? Ouais. Tu poses une bonne question, Simone. Le cas n'est pas prévu. Il faut dire que le jeu est encore en cours de réglage. Alors, je pense, je ne veux pas parler à la place de l'inventeur, mais je pense qu'à ce moment-là, on remet les compteurs à zéro et on réitère la séquence des lancers de dés. Même chose que tout à l'heure, donc. Pas tout à fait, parce qu'il est prévu qu'à chaque nouvelle épreuve du dé, les pourcentages d'erreurs autorisant à lancer le dé une fois de plus sont majorés d'autant d'unités que le bogondo du dernier joueur compte 2 points. Je t'écoute, et j'ai une de ces envies d'y jouer au Samafar, au Sargafar, au Marga Zadraf. Sagamafar. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, tu m'as l'autre jour un peu envoyé paître lorsque je t'ai parlé de l'inventeur du verre feuilleté. Auras-tu plus d'indulgence pour l'inventeur de la fibre de verre ? Sans aucun doute. Ne serait-ce que parce que mon père, qui était un passionné de pêche à la ligne, disait souvent « Je bénis le gars qui a inventé la fibre de verre. La canne est 3 fois moins lourde, ça soulage drôlement mes articulations. » À la bonne heure. Laisse-moi donc chanter la louange de monsieur Ignace Dubus Bonnel, négociant à Lille, qui déposa en 1836 un brevet d'invention portant sur le tissage du verre rendu malléable par la vapeur, pur ou mélangé avec la soie, laine, coton ou lin.
La formule est un peu tarabiscotée, mais elle n'en définit pas moins la fibre de verre telle que nous la connaissons aujourd'hui et qui rend tant et tant de services, dont celui auquel tu faisais allusion en parlant de ton père. Mon père disait aussi, il y a des jours, ça mord à n'importe quoi. Et puis il y a d'autres jours, t'as beau avoir les plus beaux vers de terre du monde, tu vois pas une touche de toute la matinée. Et là, il faisait allusion à quelle invention, ton père? Comment? Ah non, aucune. Il voulait simplement dire qu'à la pêche à la ligne, rien n'est jamais gagné, et que tu ne peux pas savoir en partant le matin si tu vas rapporter 15 kilos de friture ou si tu vas rentrer bredouille. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. C'est ça que mon père voulait dire. Oui, c'est ce que j'avais compris, mais quel rapport avec la fibre de verre? Ah, parce qu'on n'a pas fini avec la fibre de verre. Ah, moi, je croyais qu'on avait fait le tour. Bah, pas tout à fait, hein. On peut par exemple noter que les principales utilisations de la fibre de verre sont les bâtiments et les infrastructures pour 29%, les transports pour 25%, l'électricité et l'électronique pour 16%, les sports et loisirs 14% et les équipements industriels 11%. À propos des sports et loisirs, mon père avait coutume de dire « ce qui est agréable dans la pêche, c'est que c'est à la fois un sport et un loisir ». Mais toi, Simone, tu vas pas détourner la conversation constamment. Ah bon? Je détourne. Ça veut dire qu'on n'en a toujours pas terminé avec la fibre de verre. Tu vas en repasser une couche. Sans vouloir te contrarier, ça commence à devenir pesant. Bon, j'imagine dans ces conditions qu'il est inutile de te dire que la fabrication de la fibre de verre se déroule en 5 étapes principales, qui sont l'affinage à 1500 degrés Celsius, le filage par étirement, l'encimage, la finition et enfin le séchage. Parfaitement inutile. Et tu n'es pas davantage sensible au fait que l'invention d'Ignace du Busbonnel, qui date, je le rappelle, de 1836, tomba presque aussitôt dans l'oubli, probablement parce qu'elle était alors trop chère à fabriquer, et que la fibre de verre ne fut redécouverte et rebrevetée qu'aux alentours de 1930. Ah si, ça me touche. Les types qui passent à côté de la gloire simplement parce qu'ils ont un siècle d'avance, ah ça me fend le cœur. Pourquoi, t'en connais d'autres? Je n'ai pas de certitude, mais si ça se trouve, dans un siècle, tout le monde sera d'accord qu'à la pêche à la ligne, il y a des jours avec et des jours sans. Et tout le monde aura oublié que c'est mon père qui l'avait dit le premier. Ah, l'histoire n'est pas toujours loyale avec les grands esprits. C'est ce que disait mon grand-père. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, quand tu vas chez le Je crémier... n'y mets jamais les pieds. Ils sont désagréables au possible et tout est 40% plus cher qu'au supermarché. D'accord. Prenons les choses différemment. Même quand tu n'es pas dans sa boutique, c'est-à-dire tout le temps puisque tu n'y mets jamais les pieds, le crémier mène son activité. Je suppose que oui. Et parfois, il éprouve le besoin de couper une motte de beurre ou un fromage mou comme le roquefort. J'imagine que oui, en effet. Comment s'y prend-il alors, à ton avis? Je demande à ton avis, puisque tu n'as rien pu constater des visus, vu que tu n'y mets jamais les pieds. Je suppose qu'il utilise un fil à couper le beurre. C'est là que je voulais en venir. Ce fil d'acier que l'on tend entre deux poignées de bois et qui coupe le beurre comme une lame de couteau, mais en mieux parce qu'il n'y a pas le reste du couteau qui passe dans le beurre. Bref, ce fil à couper le beurre, qui l'a inventé? Ce n'est pas mon cousin Albert, en tout cas. Puisque dans son village, tout le monde parle de lui comme le gars qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Oui, c'est peut-être vrai, pauvre Albert, mais il n'est pas le seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que logiquement, l'humanité entière, à l'exception du gars ou de la fille qui a inventé le fil à couper le beurre, l'humanité entière, ton cousin Albert inclusivement, n'a pas inventé le fil à couper le beurre. C'est logique. De même que l'humanité entière n'a pas inventé la pile électrique, à l'exception d'Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, qui, lui, l'a inventé, vers 1800, du côté de Pavie.
On est d'accord. Et c'est pourquoi je demande, en termes de fil à couper le beurre, qui est l'exception? Son inventeur. Oui, oui. Qui s'appelait? On n'en sait rien. Sans doute que ce n'était pas un grand savant ni un grand inventeur. Si ça se trouve, c'était un gars très modeste et très simple. Le genre de gars qui n'a pas inventé l'eau chaude. Ouais, ni la poudre. C'est possible. Et ça change quoi? C'est important, ça me permet de proposer à l'Académie des sciences une nouvelle partition de l'humanité passée et présente en deux groupes. Le groupe de loin le plus fourni de ceux qui n'ont inventé ni le fil à couper le beurre, ni la poudre, ni l'eau chaude, et l'autre groupe constitué de 3 individus, les inventeurs respectifs de l'eau chaude, de la poudre et du fil à couper le beurre. D'accord. Mettons que tu ailles la semaine prochaine à l'Académie des sciences, que tu leur proposes cette partition et qu'ils l'acceptent. Qu'est-ce que tu y auras gagné? Je serai, pour l'éternité, le gars qui a inventé la partition de l'humanité en 3 inventeurs et les autres. Ce qui permettra du même coup à un futur génie de ta trempe de proposer à l'Académie de son choix une nouvelle partition de l'humanité en 4 inventeurs et les autres, tous les autres qui n'ont inventé ni l'eau chaude, ni le fil à couper le beurre, ni la poudre, ni la partition de l'humanité en 3 inventeurs et les autres, puisque cette dernière, c'est toi qui l'as inventée. Ouais. Toutes ces perspectives sont exaltantes, il faut fêter ça, non? Est-ce que tu auras la gentillesse de faire un saut chez le crémier pour acheter une belle part de mimolette extra vieille et une bouteille de Riesling? Je ne t'ai pas dit, dès le début de notre conversation, que je ne mets jamais les pieds chez le crémier? Si. Tu l'as dit, mais je ne t'ai pas cru. Pourquoi est-ce que j'aurais été inventer ça? Je te le demande. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, n'as-tu pas souvent entendu dire que l'air marin, ça conserve? Souvent, non. J'ai entendu dire ça 3 fois dans ma vie. La première fois, c'était le 14 septembre 1988 à Douarnenez, dans le Finistère. Vers 19h15, si j'ai bonne mémoire. C'était un vieux loup de mer qui avait forcé sur le Chouchen et qui s'est exclamé à la cantonade « L'air marin, ça conserve !» Et la deuxième fois? La deuxième fois, c'était 3 minutes plus tard, par le même loup de mer en encore un peu plus bourré. Ah, j'imagine qu'il a répété ça 2 minutes après, et ce fut la 3e fois. Non, la 3e fois, c'est toi, à l'instant. Ah, j'aurais dû m'en douter. Bon, maintenant, tiens-toi bien, Simone, parce que la phrase que tu vas entendre, tu ne l'as encore jamais entendue. Je t'écoute de grand voile. Non, pardon, excuse-moi, je t'écoute. La conserve, ça conserve. Ah bon? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait que Nicolas Appert, inventeur français de la conserve, est mort à l'âge de 91 ans. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait qu'étant né en 1749 à Châlons-en-Champagne, il est mort en 1841 à Massy. Ça tient la route. Alors, en revanche, la conserve ne conserve pas forcément son homme en parfait état, puisqu'Appert est mort ruiné et qu'il a été jeté à la fosse commune. Tout ça à cause de la concurrence sauvage de ces salauds d'Anglais, une fois de plus. Allez, ne remuons pas les vieilles querelles. Et dis-moi, il venait d'une famille d'inventeurs, Nicolas? Non, il était le 9e enfant d'un couple d'aubergistes de Châlons. Il s'est donc probablement senti concerné très jeune par le problème de la conserve. Et à quel âge a-t-il fait sa fameuse trouvaille? À l'âge de 46 ans, en 1795. C'est cette année-là, 60 ans avant Louis Pasteur et la pasteurisation, qu'Appert met au point l'apertisation, le procédé qui rend possible la mise en conserve des aliments en les stérilisant par la chaleur dans des contenants hermétiques. Dans des boîtes en fer-blanc. Au début, non. Au début, Appert fait ses conserves dans des bouteilles en verre, puis des bocaux en verre. Ce sont les Anglais qui ont eu l'idée du fer blanc. Salauds d'Anglais! Oh, je t'en prie, arrête d'insulter les Anglais. J'aime beaucoup les Anglais. Lorsque j'avais 19 ans, j'ai été initiée aux joies de l'amour par un Anglais. Un jeune loup de mer,
Un beau gaillard de Douvres que l'air marin n'avait pas encore eu l'occasion de conserver tant il était intact dans sa pétulante jeunesse. Ah, tu as donc eu un rapport charnel avec un type dont les ancêtres ont ruiné Appert et brûlé Jeanne d'Arc. Oh là là, prends-le un ton en dessous, je te prie. Tu n'as pas toujours été irréprochable dans tes fréquentations. Si ma mémoire est bonne, et j'ai prouvé tout à l'heure qu'elle l'était, tu as vécu autrefois une idylle avec une certaine Virginie, qui descendait directement des Polonais qui ont maltraité Maria Sklodowska, la future Marie Curie. Mais je n'étais pas au courant de cette histoire, Simone. Mais qui a fait quoi, précisément? Je ne sais plus exactement, je conserve pas tout. Je crois qu'il s'agissait d'un couple d'aubergistes de Poznań qui ont refusé un verre d'eau à la jeune Maria en 1876. Ah, mais je n'étais pas au courant de cette histoire. Ah, si j'avais su, tu penses bien. Tu vois, on parle négligemment conserve et on se rend compte qu'on a tous des casseroles. Et alors? Et alors qu'on n'a même pas mentionné l'inventeur de la casserole. C'est le chinois Yi Dun, vers 450 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a inventé la casserole. Voilà. Eh bien, comme ça, au moins, on a les mains propres. Et la tête haute. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, j'ai un cas de conscience. Je ressens au plus profond de moi-même le besoin de célébrer l'inventeur du paillasson et je ne sais pas qui c'est. Le paillasson? Tu veux dire ce tapis de paille tressée, souvent fabriqué de nos jours en tissu ou en matière plastique, que l'on place devant la porte d'entrée des maisons, afin que les personnes y pénétrant puissent s'essuyer les chaussures. Voilà. Je dis bien les chaussures, parce que souvent on dit « essuyez-vous les pieds ». Mais en réalité, il s'agit d'essuyer ses chaussures. Enfin bref, le paillasson. Ouais, le paillasson. Celui qu'on appelle parfois tapis-brosse, mais que personnellement je m'entête à appeler paillasson. Et ben voilà mon drame, je ne connais pas l'inventeur du paillasson. Ça ne pourrait pas être Georges Paillasson? Ou Jean-Luc Paillasson? Benoît Paillasson? Étienne Paillasson? Bertrand Paillasson? Je crains que non. On sent bien que c'est de la paille que vient le nom du paillasson, et non pas du nom de son inventeur. Alors peut-être Jean-Marie Son, Hubert Son, Raymond Son, Didier Son, qui aurait eu l'idée de la paille et on aurait parlé tout naturellement de paille à son, non? J'y crois pas. Moi je crois que le paillasson s'appelle paillasson parce qu'il était fabriqué avec de la paille. Voilà. Et que l'histoire, avec un grand H, a carrément zappé l'identité de l'inventeur. Que j'imagine pourtant comme un assez chic type. Un aubergiste des Charentes, par exemple, prénommé Gustave, qui se désole de voir ses clients tout crottés salir le sol de sa belle salle à manger aux poutres apparentes. Oh, il imagine d'abord de demander aux clients d'enlever leurs chaussures à l'entrée, mais ça pose des tas de problèmes, tu penses bien. Et puis un mardi soir, il est en train d'affiner ses fromages sur un lit de paille, et boum! L'idée lui vient d'un coup, fabriquer un tapis en paille pour que les clients essuient leurs chaussures avant d'entrer dans son auberge pour y déguster les fromages qu'il a patiemment affinés. Bon, on a quand même avancé d'un cran. On sait maintenant que l'inventeur se prénommait Gustave. Ouais, mais Gustave comment? Un nom typique des Charentes, fatalement. Arnaud, probablement. Ah, c'est un patronyme typique des Charentes, Arnaud. Gustave Arnaud, inventeur du paillasson. En quelle année? Ah, bon, on sait déjà que c'était un mardi. Oui, mais des mardis, il y en a tous les ans, et même plusieurs par an, je crois bien. Attends, il affine des fromages. On est en automne, non? Peut-être, mais un automne, il y en a un tous les ans. Attends. Je vois dans la salle à manger, sous les poutres apparentes,
des toiles représentant des paysages d'Afrique. Des toiles signées Eugène Fromentin, ce peintre et écrivain né et mort à La Rochelle, en Charente. Tout se tient. Eugène Fromentin, 1820-1876. Ton mardi d'automne doit se situer dans les années 1850, logiquement. Que dirais-tu de 1852 ? Parfait, parfait. Eh bien, chantons, Simone, chantons la gloire de Gustave Arnaud, aubergiste et inventeur de génie, qui mit au point le paillasson un beau mardi d'automne de 1852. Voilà. Ah. Tu vois qu'en se donnant la peine de se creuser un tout petit peu la tête, on vient à bout de pas mal de problèmes. Ce sont les deux grands principes à ne jamais oublier. Se creuser la tête et s'essuyer les pieds. Se laver les mains, non ? Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, connais-tu le pays où fleurit l'oranger ? Oui, je crois que c'est l'Italie. En tout cas, c'est ce qu'on a tout lieu de supposer en entendant Mignon, cette tragédie lyrique en 3 actes et 5 tableaux, musique d'Ambroise Thomas, livret de Jules Barbier et Michel Carré, d'après les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, de Goethe. Mignon, dont l'air le plus célèbre est celui que tu viens de chanter. C'est mal, d'ailleurs. Pourquoi ? Non, te tracasse pas. En fait, je voulais te demander si tu connaissais de Bertrand de Molleville. Alors, j'ai commencé ma phrase par « connais-tu » et puis je me suis laissé entraîner dans Mignon. Mais ma vraie question est « connais-tu de Bertrand de Molleville ?» Non. C'est qui ? C'est un inventeur. Plus exactement, un gars qui a inventé un objet usuel très utile. Mais sauras-tu, Simone, deviner quel objet ? Essayons. Brosse-moi un peu le portrait de ce bonhomme. Eh bien, Antoine-François de Bertrand de Molleville est né à Toulouse le 25 août 1744 et mort à Paris le 19 octobre 1818. Déjà, je sais qu'il n'a pas inventé la puce électronique. Et après ? De Bertrand de Molleville entre assez jeune en politique. Il est d'abord conseiller au Parlement de Toulouse en 1766, puis maître des requêtes en 1774 et finalement intendant de Bretagne en 1784. Il a peut-être inventé le Queen Yaman ? Non. Il est chargé en 1788 de dissoudre le Parlement de Bretagne. Il est favorable en 1789 à la réunion des États généraux, mais il conseille par la suite au roi la dissolution de l'Assemblée. Il a peut-être inventé Jacques Chirac ? Non plus. De Bertrand de Molleville est alors nommé ministre de la Marine et des Colonies, poste dont il finit par démissionner pour devenir le chef de la police secrète royaliste. Ah, il aurait alors inventé les écoutes téléphoniques. Non. Avant et après la journée du 10 août 1792, il essaye de faire évader le roi, mais il doit finalement se résoudre à fuir en Angleterre. L'inventeur du pudding aux escargots ? Non. De Bertrand de Molleville rentre en France en 1815 avec son invention dans la poche. Je donne ma langue au chat. Ah, qui risque, Simone, de te la couper s'il est muni d'un... D'un mauvais caractère ? Non, d'un sécateur. Cet outil indispensable aux jardiniers, destiné aux opérations de taille, formé de 2 poignées mobiles reliées entre elles par un axe et prolongées l'une par une lame et l'autre par une contre-lame. Bertrand de Molleville est donc l'inventeur du sécateur. Non, pas Bertrand de Molleville. Antoine-François de Bertrand de Molleville. Oui, je m'étais permis de donner quelques coups de sécateur dans son nom à rallonge. Il ne peut pas m'en vouloir. Je lui demanderai. Tu lui demanderas quand ? La prochaine fois que je l'aurai au téléphone. Si la communication n'est pas coupée. Ah, coupé au sécateur ? Non, à la tronçonneuse électrique, brevetée par l'allemand Andreas Stihl en 1926. J'allais dire, ça me la coupe. Mais c'est pas le genre de nos conversations. Hein. Non, c'est pas le genre. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Poil au nez.
Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je vis des heures très douloureuses, parce que je n'arrive pas à savoir qui a vraiment inventé l'hélicoptère. Écoute, je n'en sais rien non plus, et ça n'altère en rien la qualité de mon sommeil. Ouais, eh ben t'as bien de la chance. Les grandes questions fondamentales glissent sur ton cortex comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais moi, juge-moi aussi sévèrement que tu le voudras, moi, je ne dormirai pas bien avant d'avoir pu mettre un nom sur le véritable inventeur de l'hélicoptère. Elle date de quand, pour commencer, cette invention? Justement, c'est très flou. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Chinois faisaient voler des petits jouets qui ressemblaient terriblement à des hélicoptères. C'est possible, mais un jouet, ça ne compte pas. À quel moment ça devient un peu sérieux? Peut-être en 1486, quand Léonard de Vinci dessine sa fameuse machine volante à aile tournante, basée sur le principe de la vis d'Archimède. Un dessin, c'est bien gentil, mais un truc en vrai. En 1754, le russe Lomonosov fait voler un modèle à 2 rotors coaxiaux contrarotatifs. C'est un début. C'est pas l'invention de l'hélicoptère. Ça se discute. Bon, ensuite, tu as, en 1784, les Français Launois et Bienvenus, avec leur petit modèle à ressort. C'est petit. En 1877, l'Italien Forlanini fait décoller un petit hélicoptère à vapeur. C'est léger. Bon, en 1887, le Français Trouve, le bien nommé, met au point un modèle électrique. Avec personne dedans? Ben voilà, c'est ça le problème. Alors, en 1905, les frères Dufaux font décoller un appareil à moteur à explosion, emportant sa propre énergie ainsi qu'une charge de 6 kilos. Ah, ça commence à ressembler un peu. Le premier vrai décollage d'hélicoptère a lieu en 1907, à Coquainvilliers, près de Lisieux. C'est Paul Cornu qui a inventé l'appareil et c'est lui qui pilote. Ah ben voilà, c'est lui l'inventeur. C'est pas si clair. Il y a, dans les années suivantes, tout un tas de perfectionnements plus ou moins décisifs, où l'on voit intervenir les Français Louis Breguet, Charles Richet, Maurice Léger, Étienne Michel. En tout cas, l'hélicoptère est une invention française. Non, tu oublies la contribution du Danois Ellehammer, ou de l'Argentin Pescara. Ça part dans tous les sens. Ouais, c'est ce que je disais. Finalement, la seule chose claire dans cette histoire, c'est que le mot hélicoptère a été inventé en 1861 par un Français, Gustave Ponton d'Amécourt. Un spécialiste des machines volantes. Oh, que non point. Ponton d'Amécourt était archéologue, et sa grande spécialité, c'était les monnaies mérovingiennes. C'est pas tout à fait la même limonade. Non, non. Non, mais ça marche comme ça, hein, le progrès technique et l'invention. Quelquefois c'est logique, et quelquefois ça ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir dormir tranquille. Parce que ta préoccupation, c'est l'hélicoptère. Tout ce qui vient avant Ponton d'Amécourt, ce n'est pas l'hélicoptère, puisque le mot n'existe pas. C'est des bazars qui ressemblent, c'est des préfigurations, c'est des maquettes, c'est des prémices, mais l'hélicoptère proprement dit est inventé le jour où Ponton lui donne son nom. Sur le plan sémantique, c'est imparable. Tu dors déjà ? Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, le monde magique du génie scientifique et de l'invention technique nous réserve encore, je crois, bien des surprises. Tant mieux. C'est tout ce que ça te fait ? Qu'est-ce que tu espérais? Que je saute au plafond? Non, non. J'aurais bien été preneur d'un poil plus d'enthousiasme, mais bon, je vais faire avec ça. Tant mieux. Et, parmi ces surprises, ma chère et enthousiaste Simone, il y a l'invention extraordinaire d'un ingénieur français qui n'est connu que sous son surnom de Dédé la Boulette. Ça fait pas très sérieux pour un inventeur.
Qu'est-ce qui fait pas sérieux? Dédé? Ou la boulette? C'est un ensemble. Ah bon? Moi, ça me choque pas, Dédé la boulette. Par exemple, Ducon la banane, oui, ça me choquerait. Mais Dédé la boulette, je vois pas où est le problème. Bref. Et il a inventé quoi, Dédé la boulette? Il a inventé la brouette sommaire. Kezako. C'est une brouette dont on a enlevé les deux bras et la roue. Donc elle ne remplit plus son office de brouette. Ah, mais la question n'est pas là, Simone, ça n'a rien à voir. La brouette sommaire n'est pas une sorte de brouette, c'est un objet à part entière. Qui ressemble par conséquent à une bassine, à un baquet. Oui, si tu veux, ça ressemble un peu, mais il y a en plus les pieds et l'axe de la roue, mais sans la roue. Et ça sert à quoi, une brouette sommaire? Ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'inventeur l'a qualifié de sommaire. En effet. Mais sinon, ne le prends pas mal. Il faut être sacrément tordu pour inventer un truc pareil. Ce que tu ne sais pas, Simone, c'est que l'inventeur n'a pas dépensé de l'énergie cérébrale au service de son invention. Auquel cas, on pourrait légitimement parler de gaspillage d'énergie. Non, c'est tout simplement qu'il avait chez lui une vieille brouette qui a rouillé sous la pluie pendant des années, et le jour où il a voulu s'en servir, les deux bras lui sont restés dans les mains, et l'axe de la roue a cassé, la roue est restée par terre. Donc il s'est retrouvé avec une brouette cassée. Ça, c'est ta façon de voir, Simone. Et d'ailleurs, si Dédé la boulette avait vu les choses comme toi, si s'était dit « ma brouette est cassée », eh ben, il serait probablement tombé en dépression nerveuse. Au lieu de quoi, il a eu la présence d'esprit de rebaptiser l'objet dans la minute, et le voilà heureux découvreur et heureux propriétaire d'une brouette sommaire. Qui ne sert à rien. Écoute, j'ai pas envie de discuter ce point, mais elle sert beaucoup plus à quelque chose qu'une pauvre brouette cassée. Tu vois. Excuse-moi, il y a des moments, comme maintenant, où je suis prise d'une sorte de vertige métaphysique assez douloureux. Est-ce que ça t'ennuie si je récapitule tes déclarations d'aujourd'hui, pour être sûr que je ne rêve pas? Non, vas-y, vas-y. Donc, un mec qui s'appelle Dédé la boulette, inventé par hasard un bazar inutile qu'il a appelé brouette sommaire, parce qu'il n'avait pas le cœur de l'appeler tout simplement brouette cassée ou brouette inutile. Voilà, c'est ça. Donc je ne rêve pas, Non. mais j'ai froid dans le dos. Je ne rêve pas, mais j'ai froid dans le dos. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, moi, je connaissais un Spencer, c'était Charles Spencer, dit Charlie Chaplin. Mais il y en a un autre. Il doit y en avoir quelques milliers d'autres. Ah, des anonymes, oui, mais je te parle des bienfaiteurs de l'humanité. Eh bien, dans cette gamme, il y a un autre Spencer, c'est Percy LeBaron Spencer, l'inventeur du four à micro-ondes. C'est pas bien vieux, cette histoire-là. Ah non, non, Percy est né en 1894 dans l'État du Maine, et c'est aux alentours de 1945 qu'il a inventé son invention. In which circumstances? Quoi? Dans quelles circonstances? Ah, eh bien, Spencer travaillait pour une société dont le nom s'écrit R-A-Y-T-H-E-O-N et que je ne me hasarderai pas à prononcer. Moi non plus. Il travaillait précisément à la construction de magnétrons pour les radars. Et je ne me hasarderai pas à expliquer de quoi il retourne. Moi non plus. Un jour, Simone, il est à proximité d'un radar, il sent de la chaleur dans la poche de sa blouse. Il plonge la main dans cette poche et il constate que la barre de chocolat qui s'y trouvait a fondu. Moi non plus. Simone, j'ai pas l'impression que tu sois à ce qu'on dit. Moi non plus. Bon, c'est pas grave, je poursuis seul. Spencer conçoit à ce moment-là le principe de cuisson des aliments par l'action des micro-ondes. Moi non plus.
Il tente le coup avec du popcorn, et c'est très concluant. Moi non plus. Ensuite, un œuf, qui, entre parenthèses, et comme chacun le sait aujourd'hui, lui pète à la figure. Moi aussi. Et en 1946, la société au nom imprononçable dépose le brevet du four à micro-ondes et le premier prototype voit le jour en 1947. Moi aussi. Ce prototype mesurait 1,80 m de haut. Moi aussi. Il avait une puissance de 3 kW Moi aussi. et il pesait 340 kg. Moi non plus. Bon, aujourd'hui, Simone, n'importe quel abruti peut acquérir pour une cinquantaine d'euros un four à micro-ondes d'une puissance de 800 watts, de dimension très raisonnable et d'un poids également raisonnable. Moi aussi. Toi aussi quoi? Moi aussi, je peux acquérir un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai, même toi tu peux. Et tout ça grâce à qui? Percy Spencer. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est poli? Merci, Percy. Moi aussi, merci Percy. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, j'étais sur le point de t'entretenir de Sir Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, mais je me ravise, je change mon fusil d'épaule. Et pourquoi? Parce que Graham Bell est déjà bien assez célèbre. Nous aurons tout le temps de reparler de lui une autre fois. Je préfère consacrer le trop bref temps qui nous est imparti à célébrer un inventeur bien plus obscur, tellement obscur que tu n'en as sûrement jamais entendu parler, Qui s'appelle? Jonathan Lambertini. En effet. Jamais entendu ce nom-là. C'est un Italien? Non, un Norvégien, natif de Larvik. Enfin, des faubourgs de Larvik. Oh, allez, passe-moi les détails, on n'a pas la nuit devant nous. Il a inventé quoi, Jonathan Lambertini? Il a inventé le protobarion de jardin à boule jaune. Tiens. Tu vois ce que c'est? Non. Je dois admettre que non. Je dois même admettre que pas du tout. C'est pourtant pas bien difficile à deviner. Il s'agit d'un protobarion classique au départ, mais là, c'est un modèle de jardin et il est à boule jaune. Écoute, le jardin, c'est une notion que je cerne relativement bien. Les boules jaunes, je crois que je vois ce que c'est. C'est des boules qui sont de couleur jaune. Donc toute cette partie-là, ça va, je me repère à peu près. C'est plus sur le concept de protobarion que je bute. Si, un protobarion. C'est une sorte de gyrobarion, mais sans le boîtier et sans les flotteurs. Et puis surtout, la connectique du protobarion est aux 3/4 inversée par rapport à celle du gyrobarion tel que nous le connaissons. Tel que tu le connais. Enfin, Simone, le gyrobarion. Écoute, je vais pas te faire perdre ton temps. Disons que je préfère fonctionner à la confiance dans cet entretien. Donc, d'accord, un protobarion qui se différencie des autres par le fait qu'il est spécialement conçu pour les jardins et que ses boules sont jaunes. Ah non, Simone, non, pas que ses boules sont jaunes, qu'il est à boule jaune. Parce que t'as quantité de protobarions qui sont à billes ou à tubes. Celui de Lambertini est à boule. Jaune. Oui, jaune, mais elle serait bleue ou rose, ça changerait pas grand-chose. C'est la présence des boules qui fait la qualité du truc. Et ton Norvégien, là, il n'a pas l'intention de mettre au point un modèle d'intérieur? Pourquoi faire, grand Dieu? Je sais pas. Pour faire ce que ça fait dans le jardin, mais à l'intérieur. Honnêtement, je vois pas l'intérêt. Ah ben là-dessus, je te rejoins. Sauf que moi, je vois pas non plus l'intérêt du modèle de jardin. C'est sûr, un modèle de jardin à tube, c'est zéro. Mais à boule? Et à boule jaune, qui plus est. Ah non, Simone, non, tu fais une fixation sur le jaune. Mais je t'ai dit tout à l'heure que ça n'avait pratiquement aucune incidence sur le fonctionnement du protobarion. Ah oui, ça me revient. Et alors, Jonathan Lambertini, quand il a voulu informer l'Académie des sciences de Norvège de son invention, il a fait comment? Il leur a téléphoné, tout simplement. Ah, il a un téléphone. Oui. Et c'est qui l'a inventé, le téléphone? C'est Graham Bell, pourquoi? Pour rien.
pour changer de conversation 2 minutes. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, permets-moi d'élargir le champ de nos conversations en évoquant une invention qui n'a pas exactement le caractère d'une invention technique ou scientifique. Mais je t'en prie, élargis. Qui suis-je donc pour prétendre t'empêcher d'élargir un champ? En avant pour l'élargissement. J'élargis donc. Puisque j'ai ta permission, j'élargis, mais je te préviens, c'est un élargissement conséquent que je m'apprête à effectuer. C'est pas le petit élargissement de pacotille qui passe pour ainsi dire inaperçu. Non, c'est le gros élargissement de compétition. L'élargissement avec un grand « et ». Oh, ça ne me fait pas peur. Je suis même curieuse de voir jusqu'où tu vas élargir, de savoir de quelle invention, si peu scientifique et si peu technique, tu vas nous entretenir. Alors je le dis, Ah, dis-le. la fondue savoyarde. Ah, oui. Parce que tu crois qu'il y a un ou une inventeur de la fondue savoyarde. Tu crois pas plutôt que c'est une spécialité régionale qui s'est construite par strates, au fil du temps, sans que personne puisse revendiquer la paternité ou la maternité exclusive de la chose? Non, je ne crois pas. Je te le dis honnêtement, je ne crois pas. Tu ne crois pas que tel fermier a eu un jour, par hasard, l'idée de faire fondre du fromage, que tel autre s'est avisé 10 ou 50 ans plus tard d'y mélanger du vin blanc, qu'une paysanne a trouvé, au siècle suivant, la bonne idée d'utiliser une marmite à manche unique appelée caclon? Non, non, Simone, je t'arrête tout de suite. La fondue savoyarde, c'est un concept global, qui englobe, vu qu'il est global, le fromage, le vin blanc, le caclon, le réchaud, l'ail avec lequel on chemise le caclon, la larme de kirsch qu'on rajoute à la fin, les petits croutons de parassis et les fourchettes spéciales au bout desquelles on accroche les petits bouts de parassis pour les tremper dans la fondue. C'est d'ailleurs très pertinemment qu'on appelle ces fourchettes spéciales des fourchettes à fondue. C'est qu'elles sont inséparables, Simone, du concept global de fondue savoyarde. De même que réciproquement, il ne saurait exister de fondue savoyarde à part entière sans les fourchettes à fondue qui permettent de la consommer. Admettons. Et donc, dans ton idée, il y a quelqu'un qui a eu un jour l'idée de ce concept dans sa globalité. Il ou elle a dit « J'imagine, ce jour, un ensemble cohérent et fini, comprenant du fromage, du vin blanc, de l'ail, une larme de kirsch, un caclon, un réchaud à alcool, des bouts de pain et des longues fourchettes à dedans. Et j'appelle cet ensemble fondue savoyarde. » Voilà, je crois en effet que ça s'est passé comme ça. Et qui fut donc le héros de cet épisode glorieux? J'en sais rien, c'est là le paradoxe. J'en sais rien et personne n'a pu me renseigner utilement. J'ai donc décidé d'inventer l'inventeur. Je l'ai fait naître à Chambéry en 1414, au temps de l'illustre maison de Savoie. Je fais dater l'invention de 1437, février pour être précis, et je baptise mon bonhomme Antoine Blochard, à cause des pieds de la vache que les Savoyards appellent bloche, d'où le verbe blocher, qui signifie traire, et d'où le fromage appelé reblochon, parce qu'il était fabriqué avec le lait de la deuxième traite, la rebloche. Les fermiers du massif faisaient en effet, tu t'en souviens, une première traite pour le propriétaire et une deuxième traite une fois la nuit tombée, pour leur propre compte. Ils évitaient ainsi de payer un impôt trop lourd, basé sur la quantité de lait produite. Ah, mais pardon! Ce n'est pas le sujet du jour, le reblochon. Je retiens seulement que la fondue savoyarde, en tant que concept global, a été inventée en février 1437 par Antoine Blochard. C'est bien ça? C'est bien ça. Bon. Ben, là, celui qui dira qu'on n'a pas élargi, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'élargir veut dire. Ou alors, quelqu'un qui ne nous écoutait pas.